Je pense qu'on peut commencer, il est 18 h. Non. Donc, nous allons commencer cette conférence. Donc pour la débuter, nous allons faire, une petite présentation, de madame Léger. Tout d'abord, nous souhaitons la remercier, bien entendu, qui est présente pour cette semaine des métiers du droit. C'est la première des choses que nous voulions faire, de la remercier pour sa présence. Madame Léger, pour la présenter brièvement en quelques phrases, est titulaire d'un doctorat en droit privé et en sciences criminelles obtenu à l'université Montpellier 1 en décembre 2000 et est issue de la promotion 2002 de l'École nationale de la magistrature. Elle est désormais conseillère à la cour d'appel de Nîmes depuis janvier 2019. Séverine Léger a exercé les fonctions de juge d'instance, substitut du procureur, juge d'application des peines, juge d'instruction et secrétaire général de la première présidence de la cour d'appel de Nîmes. Passionnée par son métier, elle espère nous faire partager la grande diversité des expériences qu'il recèle. Le Zoom sera divisé en 2 parties. Premièrement, madame Léger va un peu, ça je m'adresse particulièrement aux étudiants qui sont ici avec nous, va tout d'abord, parler de son métier, de ce qu'elle veut présenter de prime abord et ensuite il y a des questions qui nous ont été posées dans un Google Form. Donc je suppose, vous avez, vous, dans le, présent à cette conférence, posé et en second temps, si vous avez d'autres questions, dans le chat par exemple ou si vous voulez prendre la parole, vous avez juste à lever la main. Madame Léger est vraiment disponible, et disposée à répondre à toutes vos questions. Donc je vais laisser la parole à madame Léger pour débuter cette visioconférence. Bien, je vous remercie. Bonsoir à tous. Je suis ravie donc de passer ce début de soirée en votre compagnie et j'espère que cela vous permettra donc de partager avec moi cette expérience du métier, expérience d'un métier particulièrement riche et varié. Et c'est l'objectif donc pour moi d'essayer de faire le tour, on va dire, de la question. Alors j'avais adressé aux organisateurs le petit plan de mon intervention. Bon, c'est simplement un petit guide, hein. Je ne sais pas si vous en avez été finalement destinataire ou pas. L'idée, c'était d'orienter donc la conférence en 6 points successifs. D'abord, donc le parcours personnel, il vient d'être rappelé très brièvement, mais je vous remercie de cette présentation, ça nous permettra de passer plus rapidement. Ensuite, donc, d'évoquer le corps de la magistrature en quelques chiffres, hein, pour illustrer justement toute la variété de tout ce qu'on peut faire dans ce métier. Évoquer dans un point numéro 3 donc l'accès au métier de magistrat, parce que vous verrez également qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour y accéder. Également l'intérêt du métier de magistrat dans un 4e point, puis les aspects concrets des différentes fonctions du magistrat, ce sera un petit peu une mise en situation de concrètement au quotidien que font les magistrats dans les différentes fonctions qu'ils exercent, et puis une petite conclusion, les qualités requises pour l'exercice de ce métier, qui permettra donc de ramasser finalement par rapport à toutes les fonctions qu'on peut exercer, quel est le socle commun finalement de compétences et de connaissances et d'exercice des fonctions donc de magistrat. Voilà 6 points pour guider. Donc beaucoup de choses à vous dire, mais je vais essayer de ramasser au maximum mes propos pour laisser bien beaucoup de temps pour les interventions de manière à rendre un petit peu plus dynamique, on va dire, ce procédé de la visioconférence auquel vous êtes beaucoup habitués, vous étudiants, par la force des choses, et moi un petit peu moins parce que on continue bien évidemment à travailler, nous, en présentiel dans le cadre des audiences, et puis aussi ensuite en distanciel à domicile, mais finalement assez peu avec ce mode opératoire auquel vous êtes particulièrement habitués. Voilà, sur le parcours personnel, simplement pour vous rappeler, donc, en ce qui me concerne, que je suis issue donc, de la promotion 2002 et donc j'ai pris mes fonctions 2 ans et demi après. On est sur un parcours de formation qui est très très long, vous le savez, à l'École nationale de la magistrature, donc une formation de 2 ans et demi. Donc j'ai pris mes premières fonctions en septembre 2004, nous sommes en 2020, j'ai donc 16 ans d'expérience professionnelle à mon actif. Et au cours de ces 16 années écoulées, j'ai été affectée successivement à 7 postes différents. Donc, ce qui vous montre la possibilité effectivement d'évoluer, de changement dans la carrière, puisque finalement, grosso modo, si on fait la moyenne, j'ai passé à peu près 2 ans, 2 ans et demi dans chaque fonction successivement exercée. Je précise que je n'ai pas été recrutée par la voie classique vers laquelle vous vous orientez peut-être, vous étudiants sortant de l'université, en passant le premier concours, mais j'ai été recrutée sur titre, sur le fondement de l'article 18.1 de l'ordonnance statutaire, donc du 22 décembre 1958, à la lecture de laquelle je vous renvoie d'ailleurs, parce que ce texte fondateur, que vous pouvez trouver intégralement reproduit dans le Code de procédure civile, vous apprendra vraiment tout sur
les conditions de nomination, d'exercice, de carrière, donc du métier de magistrat. C'est l'ordonnance statutaire donc, du 22 décembre 1958. J'ai été recrutée donc, sur titre, sur le fondement de ce texte, parce que j'ai fait une thèse en droit. Et j'ai été successivement donc allocataire de recherche et attachée d'enseignement et de recherche. Et j'ai donc dispensé des travaux dirigés en droit pénal et en droit civil aux étudiants de deuxième année. À la suite de quoi donc j'ai intégré l'école et j'ai fait l'intégralité de la scolarité avec donc les autres élèves auditeurs de justice. Et donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, j'ai successivement été affectée donc, comme juge d'instance à Perpignan pendant 2 ans et demi, substitut du procureur à Nîmes pendant 3 ans, juge d'application des peines à Tarascon également pendant 3 ans, juge d'instruction à Avignon pendant 2 ans. Puis, je suis revenue comme juge d'application des peines à Nîmes où j'ai exercé seulement pendant 8 mois parce qu'ensuite, j'ai été appelée à l'exercice d'autres fonctions, des fonctions non pas juridictionnelles mais administratives comme secrétaire générale de la première présidence de la Cour pendant presque 3 ans. Et je suis donc depuis 2 ans conseillère à la Cour d'appel de Nîmes où je suis affectée donc comme magistrat civiliste à la première chambre civile qui traite de contentieux civils qui concernent à la fois donc, les contrats, les crédits, la responsabilité, les successions, donc un champ très très vaste du droit civil qui balaye finalement quasiment l'intégralité du Code civil. Voilà, donc vous voyez que j'ai eu l'occasion d'exercer à la fois déjà au siège et au parquet, d'exercer des fonctions civiles et pénales, des fonctions spécialisées et généralistes, juridictionnelles et administratives, ce qui vous donne déjà donc l'éventail de l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous quand on embrasse donc ce métier. Avec en plus la possibilité d'exercer des fonctions pédagogiques en lien avec l'école de la magistrature, parce que quand on est magistrat, on peut également donner des enseignements auprès de l'École nationale de la magistrature, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire également pendant 1 année, où j'ai été donc magistrat enseignant associé pour apprendre aux auditeurs de justice les fonctions de juge de l'application des peines. Donc c'est encore, vous voyez, une autre possibilité que l'on peut exercer, soit à temps complet dans le cadre d'un détachement, soit ponctuellement en étant magistrat associé, ce qui vous permet à la fois d'exercer vos fonctions dans votre juridiction et d'intervenir ponctuellement donc, à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux pour dispenser des enseignements. Voilà donc sur la présentation en ce qui me concerne. Et vous voyez, le but, ce n'est pas de présenter moi ma vie, mon œuvre, ce que j'ai fait, ce n'est pas du tout ça, mais simplement un exemple de tout ce qu'on peut faire et de la richesse finalement d'un parcours professionnel qui peut évoluer tous les 2 ans, tous les 3 ans, au gré de vos envies, parce que ces évolutions, elles sont toujours choisies dans la magistrature et ça, c'est vraiment un apport très très important. On ne subit pas justement les changements de fonction, on les choisit et tant au niveau géographique que fonctionnel et c'est extrêmement important. Alors, je voulais vous donner quelques chiffres également pour vous situer toutes les possibilités. D'après le dernier bilan statistique dont on dispose, ce sont les chiffres au 1er janvier 2018, 8 537 magistrats donc, composent le corps de la magistrature. Et parmi ces 8 537 magistrats, l'âge moyen, mais vraiment moyen, est de 47 ans. S'agissant des plus jeunes magistrats, je trouve que c'est intéressant pour vous de le savoir, donc il y avait donc en 2018 402 magistrats âgés entre 25 et 29 ans. Donc, vous voyez un tout petit nombre effectivement de jeunes magistrats et parmi le corps, donc 65% de femmes. 65% de femmes avec encore une disparité, 76% de postes au second grade, c'est-à-dire les postes finalement de débutants, on va dire, en bas de l'échelon, 66% en milieu de carrière au premier grade et seulement 45% des postes tout en haut, des postes de très grande responsabilité. Toujours cette question de la disparité, vous voyez, donc une surreprésentation de la population féminine, mais quand même encore une sous-représentation en ce qui concerne les postes vraiment à très haute responsabilité.
Bon, c'est en train d'évoluer hein, dans les dernières promotions. En tout cas, on commence à voir qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de femmes, mais il y aurait un léger déclin qui s'amorcerait au profit de la gente masculine et on ne peut que le saluer parce qu'il faut absolument qu'on dispose d'une parité hein, du corps, dans le corps de la magistrature, évidemment, pour rendre la justice au nom du peuple français. Il n'est pas possible que ce corps soit exclusivement composé de femmes. Donc, c'est une bonne chose, en tout cas, qu'on arrive vers cette évolution, vers un rééquilibrage hein, qui serait tout à fait souhaitable. Le corps de la magistrature en chiffres, c'est aussi donc 36 cours d'appel en France métropole et outre-mer. Donc 36 cours d'appel qui sont classés en fonction effectivement de leur activité, avec bien évidemment en tête la cour d'appel de Paris, puis Aix-en-Provence, Douai, Versailles, etc. On va descendre. Et puis à la fin, bien évidemment, nos petites cours ultramarines, avec la possibilité donc d'exercer ces fonctions dans tous les territoires effectivement ultramarins. Donc vous avez la Guadeloupe, la Martinique, la Corse, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane et la Polynésie française. Donc, vous voyez, là encore, autant de possibilités d'exercice professionnel qu'on ne soupçonne pas forcément, mais ça veut dire que dans toutes ces juridictions, vous pouvez avoir la possibilité effectivement d'aller y travailler. 36 cours d'appel et 160 tribunaux judiciaires à présent, et là également, des tribunaux qui sont classés avec en tête de liste, bien évidemment, Paris. Et le petit dernier, j'en parle parce qu'il est situé dans le ressort de ma cour d'appel. Il s'agit de Mende, donc la plus petite juridiction de France qui se trouve donc en Lozère et qui est composée de 6 magistrats du siège. Donc, vous voyez que là aussi, selon où est-ce qu'on exerce le métier, en réalité, concrètement, on l'exerce dans des conditions très, très, très différentes, évidemment, si on est un magistrat parmi 300 magistrats ou si on est un magistrat parmi 6 magistrats au sein d'une juridiction et qui pour autant doit rendre la justice de manière équivalente sur l'ensemble donc du territoire national. Voilà pour les chiffres. Mais encore, il ne faut pas perdre de vue qu'on peut également travailler à la Cour de cassation, même si ça paraît très très lointain quand on est encore étudiant ou même quand on est magistrat en milieu de carrière, mais ça reste aussi une possibilité. Et il y a également des jeunes magistrats qui travaillent en qualité d'auditeurs après être auditeur de justice quand on est élève à l'école de la magistrature. On peut aussi exercer les fonctions d'auditeur à la Cour de cassation. Et puis surtout, on peut travailler, je vous le disais tout à l'heure, en détachement comme enseignant à temps complet auprès de l'École nationale de la magistrature, sachant que l'école, son siège se trouve à Bordeaux. Bordeaux, c'est vraiment le siège qui est dédié à la formation initiale des jeunes magistrats. Et puis, il y a également une antenne à Paris qui s'occupe de la formation continue des magistrats. Et la formation continue, c'est également très, très important. Les magistrats se forment en permanence et tout au long de leur carrière à hauteur d'au moins 5 jours par an. Et donc, en réalité, on est amené effectivement à se déplacer très régulièrement à Paris et à pouvoir bénéficier des enseignements avec l'école auxquels on peut également contribuer dans sa carrière. On peut décider d'un détachement et donc travailler au sein des ressources humaines, travailler pour organiser, piloter dans la logistique, ou dans le fait de dispenser des enseignements. Donc, autant également de possibilités auxquelles on ne pense pas forcément quand on pense à ce métier. On peut également envisager au cours de la carrière un détachement auprès des services du ministère de la Justice et dans les différentes directions donc ministérielles, avec des fonctions aussi variées en fonction des directions que l'on intègre. On peut contribuer au processus législatif en intégrant la direction des affaires civiles et du Sceau, par exemple, où là vraiment on va procéder à l'élaboration, au travail préparatoire à l'élaboration de la norme, hein, de processus vraiment législatif en tant que tel, puisque la DSJ va être, la DACS va être sollicitée bien évidemment pour écrire des notes techniques, faire des recherches, hein, des notes de synthèse pour faire avancer les projets de réforme et puis ensuite va contribuer également à l'élaboration des circulaires. Donc, vous voyez un travail complètement différent dans les directions. Également, la direction des affaires criminelles et des grâces, donc qui va s'intéresser bien plus cette fois à l'élaboration de la politique pénale. On peut également travailler à la direction des services judiciaires et là, on va avoir des fonctions beaucoup plus en termes d'organisation, de pilotage et de gestion des ressources humaines pour, par exemple, intégrer des fonctions qui vont permettre ensuite d'organiser toutes les mutations et donc toutes les demandes d'évolution de carrière des magistrats. Donc, vous voyez un panel auquel on ne pense pas forcément quand on est étudiant et qui est quand même effectivement énorme. Et d'ailleurs, on peut ajouter encore à cela d'autres possibilités de travail au-delà donc de la France métropolitaine et d'outre-mer. Il y a des magistrats qui travaillent à l'étranger et ce sont les magistrats de liaison. Et il faut savoir qu'il y a donc dans la plupart des pays un magistrat français qui est affecté sur ce type de poste
et dont le rôle est finalement de faire le lien, on va dire, avec aussi, en parallèle avec les ambassades, mais de faire le lien sur la coopération entre les États, sur des questions juridiques, notamment par exemple, on peut penser aux questions des enlèvements internationaux d'enfants, sur ces questions de ces natures-là, eh bien, on a le recours à un magistrat de liaison. Alors là, évidemment, ça correspond à un nombre vraiment infinitésimal de postes, hein, évidemment, mais ça reste une opportunité qui est encore possible, notamment pour les magistrats qui sont polyglottes, hein, bien évidemment, parce que ça fait aussi, ça constitue une condition. Mais voilà, encore une corde à son arc que l'on peut rajouter quand on exerce ce métier. Alors, comment y accéder? Vous connaissez tous, bien évidemment, la voie, on va dire, classique quand on sort du parcours étudiant. C'est la voie du premier concours ouvert aux étudiants à l'issue de la formation universitaire. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur la publication très récente au JO, donc de l'arrêté du 2 décembre 2020 qui organise donc les concours de recrutement pour l'année 2021 et qui prévoit donc pour le premier concours, enfin pour l'ensemble des concours d'ailleurs, les inscriptions à partir du mois de janvier, du 11 janvier donc qu'est-ce que j'ai doté, au 12 mars pour un passage d'épreuve fixé du 31 mai au 4 juin. Voilà, donc petite info et les inscriptions sont effectuées en ligne sur le site de l'École nationale de la magistrature. Sur ces 3 concours, premier concours, donc étudiant, classique, vous connaissez. Deuxième concours, c'est réservé au personnel de l'administration. Alors, le cas classique, ça peut être, vous, avant de passer le concours de la magistrature, vous passez le concours de greffier, vous exercez en juridiction les fonctions de greffier pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, vous pouvez passer le deuxième concours. Voilà, c'est encore une possibilité, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une étape intermédiaire entre les deux. C'est le cas, voilà, il y a quand même beaucoup de jeunes greffiers en juridiction qui arrivent, qui sont autant diplômés finalement que les magistrats maintenant, il y a quand même eu cette évolution, et qui donc aspirent à d'autres choses. C'est une autre possibilité intermédiaire. Le troisième concours est réservé aux personnes ayant 8 ans d'activité dans le domaine privé. Bah, là, c'est encore une autre possibilité. Vous partez sur une carrière. Au bout de 8 ans, bah, pourquoi pas, vous aurez également la possibilité de passer le troisième concours. Et puis, donc, ceux qui sont dispensés des concours, c'est ce que je le disais, c'est l'article 18.1 pour le recrutement sur titre. Donc, le recrutement sur titre, alors vous irez lire l'article 18.1, il est très, très dense. Donc, beaucoup de cas d'ouverture. Et récemment, un nouveau cas d'ouverture qui a été créé par la loi de 2016. C'est un cas d'ouverture ouvert donc aux juristes assistants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous parle de l'équipe de travail autour du magistrat. On a 2 catégories de personnel qui sont associés aux magistrats et qui vous concernent directement puisque vous avez déjà, on va dire, le potentiel pour candidater sur ce type de poste. Vous avez les assistants de justice et les juristes assistants. Alors, les assistants de justice, c'est la loi du 8 février 95 et le principe, c'est qu'il faut être titulaire d'un bac+4, donc je pense que vous en faites partie. Et là, on vous propose donc un contrat de travail d'une durée de 2 ans renouvelable 2 fois, donc en tout, on peut rester 6 ans, et avec une rémunération, on est sur un travail à temps partiel, 60 heures par mois, donc 2 jours par semaine à peu près, une rémunération de 500 € par mois. C'est un tremplin qui peut être intéressant quand on prépare le concours de l'ENM, parce que ça vous permet déjà de voir l'envers du décor, de voir le fonctionnement de l'institution judiciaire et en même temps de vous aider à préparer le concours parce que du coup, vous êtes dans le milieu professionnel. Voilà, donc c'est d'un donnant-donnant. Le contrat, il est programmé sur 6 ans au maximum. Bien évidemment, on ne reste pas 6 ans, on reste 1 an, 18 mois, on passe un concours et on s'en va. Et c'est une très bonne expérience et je vous en parle parce que dans le profil de la promotion 2020 et parmi les 297 auditeurs de justice, donc, dont 233 étaient issus du premier concours, eh bien, j'ai vu que 70 avaient eu une expérience en qualité d'assistant de justice. C'est un chiffre qui est vraiment significatif. Voilà, donc je vous invite à faire la démarche dans les tribunaux si vous le souhaitez. Et autre statut intéressant, les juristes assistants. Les juristes assistants, c'est différent parce que le bac+4 n'est pas suffisant. Il faut un bac+5 et 2 ans d'expérience professionnelle dans un domaine juridique. Donc déjà, ça suppose effectivement d'avoir fait autre chose, mais on peut d'ailleurs avoir exercé
par exemple, à ce moment-là, 4 ans comme assistant de justice, parce qu'assistant de justice, c'est du temps partiel, donc il faudra doubler. Mais au bout de 4 ans d'assistant de justice et un bac+5, on peut candidater comme juriste assistant. Ou alors, un doctorat en droit, sans expérience professionnelle, on peut être recruté directement comme juriste assistant. Et là, on est sur un vrai travail à temps complet avec une rémunération de 2 000 € par mois et un travail en association vraiment avec les magistrats où on va préparer les dossiers finalement, faire un travail préparatoire et même un travail d'aide à la décision dans certains dossiers. Et quand on a exercé comme juriste assistant, pendant 3 ans, eh bien, on peut prétendre à un recrutement sur titre. Donc, vous voyez que c'est un nouveau cas d'ouverture. C'est très récent. Hein, on a juste 3 ans, effectivement, on a un recul de 3 ans, enfin 4 ans, hein, puisque les premiers juristes assistants, ils sont arrivés, effectivement, en fin d'année 2016. Voilà. Donc, ça me semble intéressant pour vous que vous le sachiez, parce que ce n'est pas parce que vous n'allez pas vous orienter vers le métier de magistrat là tout de suite, à l'issue de votre parcours universitaire, que vous ne pourrez pas y revenir ultérieurement, et c'est très important. On peut également y revenir par la voie de l'intégration directe. Là, on ne passe plus par la formation initiale complète par l'ENM, on est intégré et ça peut être le cas notamment d'avocats. Ça aussi, c'est très important quand on a travaillé pendant… Alors, il faut 7 ans d'exercice professionnel du coup sur ce fondement-là comme avocat, mais au bout de 7 ans d'exercice, on peut prétendre à une intégration directe. Voilà. Donc, vous voyez que… Et il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup, les recrutements, on les appelle collatéraux, c'est-à-dire qui sont par d'autres biais finalement que les concours, tendent au cours de ces dernières années à se multiplier par leur nombre de recrutements, et c'est aussi une façon d'enrichir la diversité du corps, c'est-à-dire on sort finalement du corpus des étudiants qui sont formatés, on va dire, sur les bancs de l'université, et là on va recruter des gens d'horizons beaucoup plus différents. Alors c'est le cas, vous avez des policiers qui intègrent, des gendarmes, des huissiers, des mandataires judiciaires, enfin vraiment toutes sortes et beaucoup d'avocats effectivement qui font ce passage-là, et ça permet finalement de rééquilibrer et d'avoir un corps de la magistrature qui est plus représentatif de l'intégralité de la société, voilà, plus diversifié dans son recrutement. Et pour vous, je pense que c'est important de savoir que voilà, on n'est pas dans une carrière linéaire, il y a d'autres manières d'y arriver, et parfois aussi un petit peu plus tard, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui se sentent trop jeunes pour avoir ce type de responsabilité, de s'imaginer à 25 ans à l'école de la magistrature, ou même sortir à l'école de l'école de la magistrature très jeune, et qui préfèrent donc envisager effectivement un passage par d'autres voies. Donc, c'est possible. Ça, c'est donc pour l'accès au métier. Alors, l'intérêt du métier. Qu'est-ce que c'est l'intérêt du métier? Je pense que vraiment, l'intérêt majeur du métier, c'est la pluridisciplinarité. C'est le fait qu'on peut tout faire, c'est le fait qu'on peut exercer 10 métiers en un. Voilà, vous choisissez un métier, vous n'aurez pas une carrière linéaire, vous allez pouvoir passer effectivement d'une fonction à l'autre. Et comme je vous l'indiquais, en plus, cette pluridisciplinarité, elle va trouver à s'exercer dans la mobilité, donc mobilité à la fois géographique et fonctionnelle. Vous pouvez faire le tour de France et d'outre-mer, et même éventuellement des passages à l'étranger, et vous pouvez exercer toutes les fonctions dont je vous ai déjà donné un exemple tout à l'heure. Et comme je l'expliquais, c'est choisi, c'est-à-dire que vous n'allez pas découvrir au petit matin que vous êtes nommé à tel endroit et dans telle fonction, c'est vous qui faites ce choix-là, et chaque année, on vous propose, il y a deux périodes dans l'année où on vous propose de cocher des croix en réalité sur un logiciel. Et là, voilà, on se projette dans des fonctions, on se projette dans des lieux. Et puis ensuite, au terme d'un examen par les services de la direction des services judiciaires, comme je vous l'indiquais, dans lequel interviennent d'ailleurs des magistrats qui eux-mêmes ont pour fonction de préparer ce grand mouvement de mutation, eh bien, vous découvrez effectivement le poste sur lequel vous êtes pressenti, et c'est de cette manière-là que vous pouvez effectivement changer d'orientation tout au long de votre carrière. Alors, le principe, c'est au moins 2 ans sur un poste, et maintenant, il y a une règle nouvelle, on tend à aller sur un minimum de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a eu justement une trop grande mobilité, donc l'effet pervers, c'était…
oui, tout le monde veut changer tout le temps. Ça nuit finalement à l'organisation des services, à une certaine stabilité au sein des juridictions. Alors, ce phénomène, il a été possible parce que il y a eu, pendant une longue période, beaucoup de postes vacants dans les juridictions. Donc, comme les postes étaient vacants, les gens cochaient et hop, l'idée, c'était de faire tourner les gens et la vacance de poste. Et donc, finalement, qu'il n'y ait pas évidemment des postes vacants dans une seule et même juridiction, donc de procéder à un équilibrage, vous voyez, auquel a dû se livrer donc les services de la direction des services judiciaires. Mais l'idée, c'était de permettre du coup, effectivement, d'avoir des mutations très facilement. Alors là, on va vers l'étau se resserre un petit peu d'abord parce qu'il y a moins de postes vacants et il y a moins de postes vacants parce qu'il y a plus de recrutement. Et il y a plus de recrutement parce que les postes offerts dans le cadre des concours, effectivement, sont beaucoup plus importants en ce moment. Donc, vous êtes chanceux. Les promotions sont d'environ 300 auditeurs de justice. Hein. Donc, alors qu'il y a une époque, dans les années 80, 90 même, il y avait seulement une centaine de places chaque année. Donc là, on est encore dans une possibilité, on va dire, de recrutement important. Donc, du coup, ça démultiplie effectivement les chances au concours. Donc, c'est important et c'est une bonne chose pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de départs en retraite. On est toujours sur l'équilibre démographique, en fait. Hein, ça s'explique. Donc, tout ça, c'est variable chaque année, d'une année sur l'autre. Et on a eu même très récemment, il y a 2 ou 3 ans, la promotion la plus grosse que l'École nationale n'avait jamais connue, qui était de 360 auditeurs de justice. Voilà. Donc d'ailleurs, il a fallu réorganiser le fonctionnement et l'accueil des élèves dans les locaux de l'École nationale de la magistrature qui n'étaient pas équipés pour ce faire et qui s'est à présent organisé. Voilà, donc vraiment, l'intérêt majeur, c'est cette mobilité, cette possibilité de changement qui va vous permettre donc d'exercer plusieurs métiers, de vous adapter en permanence, de ne jamais vous ennuyer, de découvrir sans arrêt de nouvelles fonctions, de nouveaux services, de nouveaux lieux, de nouveaux collègues, de nouveaux collaborateurs. Et ça, effectivement, je crois qu'il n'y a quand même pas beaucoup de métiers qui permettent cette possibilité. Il n'y a qu'à cocher des croix et hop, c'est parti pour renouveler l'aventure en permanence. Donc, ça offre vraiment beaucoup de possibilités pour ceux qui ont envie de bouger. Et en même temps, ceux qui n'ont pas envie de bouger, on peut aussi faire un choix autre. Si on est vraiment très, très, très attaché à une fonction et qu'on rentre dans ce corps-là pour exercer cette fonction, c'est possible aussi, on ne vous empêchera pas de le faire, sous réserve quand même de certaines limites, et notamment pour occuper les fonctions qu'on appelle spécialisées, qui sont donc les fonctions de juge d'instruction, juge d'application des peines, juge des enfants, juge des contentieux de la protection et juge des libertés et de la détention. Ces fonctions-là étaient 10 ans dans une même juridiction. Donc, au bout de 10 ans, de toute façon, vous allez être déchargé de ces fonctions-là. Il faudra demander une mutation. Et si vous ne demandez pas la mutation parce que vous êtes très, très attaché à votre géographie, que vous ne voulez pas bouger, eh bien, vous pourrez rester dans la juridiction, mais vous serez déchargé de ces fonctions-là. Et à ce moment-là, vous exercerez simplement les fonctions de juge non spécialisé. Voilà. Et cette règle de mobilité, on va dire, de limitation dans le temps de l'exercice de certaines fonctions, elle se retrouve également pour les postes à responsabilité de chef de juridiction, donc président et procureur. On ne peut pas l'être dans une seule juridiction au-delà d'un délai de 7 ans. Voilà. Mais vous voyez que ça laisse en tout cas la possibilité déjà de s'installer, on va dire, dans le temps aussi. Hein. Il y a un juste équilibre à trouver. Ça, c'est à chacun de trouver combien de temps il souhaite rester finalement dans un même lieu et dans un même service. Donc, c'est des fonctions donc, qui permettent de se renouveler, de s'adapter, de découvrir de nouvelles choses. Ce sont aussi des fonctions qui constituent un poste d'observatoire en réalité de la société, du fonctionnement de la société. On est vraiment en prise directe avec l'humain, avec le fonctionnement social, sociétal, et c'est très intéressant. Au point de vue sociologique, tout simplement, au-delà du point de vue juridique. C'est très intéressant également parce que vos partenaires, en fait, vont être très variés. En fonction des services, bien évidemment, dans lesquels vous êtes affecté. Vous avez les partenaires, les services de police, de gendarmerie, donc d'investigation. Vous avez également les partenaires que sont l'administration pénitentiaire, avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation.
avec le personnel de direction aussi de l'administration pénitentiaire, hein, le fonctionnement des prisons, auquel le juge d'application des peines va être associé de très près. Vous avez, qu'est-ce que vous avez, des unités de médecine légale, les hôpitaux, les services de tutelle. Voilà, en fonction des fonctions du service qui vous est confié, vous avez des partenaires institutionnels qui sont très divers et qui vont vous permettre, là encore, de découvrir des quantités de domaines méconnus au départ. Et tout ça vous offre effectivement cette ouverture vraiment sur le monde et sur les autres, sur le monde professionnel, et mais pas que sur le monde professionnel, sur l'évolution de la société. Donc c'est vraiment le magistrat, il est au cœur du fonctionnement de sa société, il est au cœur de l'humain, et en même temps au cœur de l'humain et à la pointe de la technique juridique, puisque les lois changent tout le temps. On est dans ce processus d'inflation législative qui est vraiment continu et perpétuel, et ce qui suppose que l'on doit là aussi sans arrêt s'adapter. Ça constitue une contrainte, mais également un avantage, parce que, comme je le disais, on apprend tout le temps. Finalement, le magistrat, c'est un petit peu l'étudiant éternel, d'une certaine façon, parce que notre travail n'est pas tellement éloigné du travail que vous faites à l'université, où vous avez des données, des connaissances, vous cherchez et vous essayez d'appliquer vos connaissances à vos cas concrets. Et finalement, c'est exactement la même chose que nous faisons dans notre quotidien. Et puis, l'intérêt du métier de magistrat, ce sont aussi les rencontres humaines, hein, tout simplement, parce qu'on rencontre énormément de gens, de profils socio-économiques très différents en fonction des services, effectivement, dans lesquels on intervient, mais ce sont des parcours de vie. Et ça, c'est une grande richesse aussi qui vous renvoie à vous questionner, hein, là aussi, sur notre société, notre fonctionnement, et qui vous renvoie à beaucoup on va dire, d'humilité sur le fonctionnement humain, sur la vie, la fragilité de la vie de manière générale. Voilà, vous êtes confronté en réalité quand même alors, aux situations qui sont, évidemment, on est dans les situations les plus pathologiques. Hein, ce qui fonctionne bien, on le voit pas finalement. Hein, on ne traite que ce qui est conflictuel, ce qui est dramatique. Mais voilà, ça vous apporte effectivement ce regard distancié, là aussi, sur la société. Vous êtes en prise directe avec elle, et ça me semble un intérêt très important. Alors, pour en venir dans, on va dire, le vif du sujet, sur les différents aspects concrets des différentes fonctions du magistrat, voilà, qu'est-ce que c'est être magistrat? Alors, je dirais que la summa divisio, hein, si vous êtes habitué à ce type de présentation, c'est être magistrat du parquet, être magistrat du siège. On est déjà dans cette division fondamentale, mais ce qui constitue donc la richesse effectivement de notre corps, c'est qu'on peut passer de l'un à l'autre, et là aussi, pour exercer des fonctions donc très différentes quand on est au parquet et quand on est au siège. Alors, quand on est au parquet, qu'est-ce que c'est qu'être magistrat du parquet? À quoi ça correspond? Et je crois que c'est l'intérêt, enfin, je pense qu'on a une vue très parcellaire quand on est à l'université de à quoi correspondent précisément les fonctions d'un magistrat du parquet. Donc, je souhaitais donc développer un petit peu cet aspect-là. Au parquet, surtout quand on est un jeune magistrat, c'est souvent le cas quand on prend ses fonctions, quand on débute, on va être affecté prioritairement au service de traitement en temps réel ou traitement direct, voilà, ou permanence. C'est le service vers lequel donc vont graviter finalement tous les appels téléphoniques. C'est vraiment le service de permanence, et en réalité qui correspond quasiment aux urgences médicales d'un CHU. Voilà, le service de permanence d'un tribunal, c'est l'équivalent des urgences d'un CHU. Pourquoi? Parce que là, dans ce service-là, vous allez être destinataire finalement de tout ce qui se passe dans votre ressort. Et vous allez être destinataire en temps réel, donc c'est le principe de la permanence téléphonique, avec donc tous les services d'enquête qui vont donc prendre la tâche du parquet pour informer le parquet, puisque le parquet doit exercer le double rôle qui est la conduite des investigations. Donc, là, il dirige en fait les enquêtes justement qui sont en train de se dérouler, qu'il s'agisse des enquêtes préliminaires ou des enquêtes menées dans le cadre de la flagrance. Donc, il faut automatiquement, celui qui pilote, c'est le magistrat du parquet. Et puis, donc ça, c'est la direction des investigations. Et puis surtout, l'orientation, le magistrat du parquet, il est au cœur du mécanisme du principe de l'opportunité des poursuites.
puisque au terme donc, des investigations, c'est lui qui va prendre la décision de savoir effectivement ce qu'il va faire de la procédure, et il va prendre la plupart du temps effectivement cette décision en temps réel et sur la base donc d'un compte rendu oral qui va lui être donné donc par les policiers ou les gendarmes directement par le biais d'un compte rendu téléphonique. Donc voilà, le travail du magistrat, du parquetier, il est au bout du fil, j'ai envie de dire, et il est destinataire donc de toutes les gardes à vue, de tous les billets de garde à vue qui sont en cours dans son ressort et sur lesquels il va devoir donc traiter, se renseigner et diriger donc les enquêtes. Et il va être destinataire donc de toutes les informations téléphoniques données en temps réel. Et à savoir donc toutes les enquêtes d'essai, dès qu'il y a une mort suspecte, on va dire, dans un appartement, voilà, dans des circonstances anormales, le parquetier est avisé immédiatement. Bien évidemment, toutes les scènes de crime, donc c'est là aussi que le magistrat destinataire de l'information téléphonique et de la commission des infractions les plus graves va se déplacer sur les lieux pour aller effectivement conduire les investigations directement sur place. Et donc, vous voyez que c'est pour ça que c'est l'équivalent du service d'urgence, parce que vous ne savez pas, quand vous décrochez le téléphone, vous ne savez pas ce qui va vous arriver, mais vous pouvez être destinataire donc, de toutes ces informations qui vous arrivent et que vous allez devoir donc détecter pour y apporter une réponse cohérente et la plus efficiente possible, et ce, alors qu'on n'est que sur la base d'un compte rendu téléphonique. Voilà. Donc là, ça demande effectivement la mobilisation, on va dire, d'une réactivité, on va dire, d'une écoute, et pour ensuite, et puis de sérénité pour prendre les bonnes décisions sur des faits donc, qui sont à la fois très graves ou pas graves, parce que vraiment quand ça vous arrive, on ne vous dit pas je vous appelle pour quelque chose de grave ou de pas grave, c'est au magistrat effectivement de faire ce tri, sinon ce serait simple. et voilà, et on est vraiment dans ce flux, dans ce flot constant, on va dire, d'informations qui vous sont communiquées, mais c'est ce qui fait effectivement l'intérêt de l'exercice de ces fonctions, c'est que là, on est dans le quotidien, on travaille d'heure en heure, on ne sait pas ce qui va, on n'a aucune prévisibilité, ça vous tombe dessus, vous le gérez dans l'urgence, en équipe, parce qu'effectivement, là, le magistrat, il est tout seul au téléphone, mais il fait partie d'une équipe et il doit, de manière systématique et en temps réel, rendre compte à son chef de parquet, parce que le procureur, lui, doit avoir également l'information en temps réel de tout ce qui est en train de se commettre sur son ressort. Donc voilà, il y a toute cette organisation à mettre en place, et ça, c'est le travail donc du magistrat du parquet qui est très intéressant, et je trouve qu'on ne nous présente pas effectivement sur les bancs de la faculté, parce que là on est vraiment en prise directe avec le réel. Voilà, qu'est-ce que c'est concrètement, ça veut dire ça. Alors, les déplacements sur les lieux, il faut savoir aussi que justement les contraintes du parquet, quand on est magistrat du parquet, c'est H24, 365 jours par an. Il y a tout le temps, dans toutes les juridictions de France, un magistrat du parquet de permanence. Il y a aussi des magistrats du siège, mais les magistrats du siège, on va dire, ils sont moins sollicités, on va dire, H24. Mais le parquetier, lui, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il est sollicité. Et bien évidemment, en temps réel, il est 2 heures du matin, un crime se produit, il faut y aller et on y va. Voilà, donc ça aussi, ça suppose, et pareil, c'est Noël, c'est le jour de l'an, ça tombe tout le temps évidemment, c'est le 14 juillet, ça c'est classique, on a tout le temps ces événements extraordinaires qui se produisent à ce moment-là. D'ailleurs, la plupart du temps, ça se produit toujours les hors horaires de service ordinaire. Moi, à titre personnel, sur les 3 ans et demi, toutes mes scènes de crime, elles ont eu lieu la nuit. Hein. Jamais sur les horaires ouvrables quand j'étais de permanence téléphonique au sein de la juridiction. Voilà, ça. Bon, donc ça aussi, c'est une contrainte quand même, parce que, alors, selon les juridictions dans lesquelles on travaille, comme je l'indiquais tout à l'heure, si vous êtes à Paris, vous avez une grosse équipe. Si vous êtes en Lozère, évidemment, vous êtes tout seul, donc vous êtes de permanence tout le temps, quasiment. Alors évidemment, en Lozère, vous avez moins de chances, on va dire, d'avoir de scènes de crime qu'à Paris. Donc là aussi, il faut mettre en balance les choses. Mais voilà, selon où on exerce, les contraintes de la permanence, en tout cas, elles reviennent régulièrement dans un service. Mais aussi, c'est aussi quand même l'intérêt, effectivement, de ces fonctions. Donc, être magistrat du parquet, c'est quoi? C'est savoir être réactif,
c'est l'aptitude à la décision en temps réel, en capacité de gérer le stress et les situations humaines difficiles et lourdes, et également d'un point de vue, je dirais, émotionnel et affectif, hein. Et effectivement, ça, c'est quand même un aspect que l'on doit gérer. Le magistrat, il ne fait pas que ça, le service de permanence. Il participe également aux audiences. Ça, c'est le rôle le plus connu, hein, qu'on apprend sur les bancs de l'université, hein. Le magistrat, il a pour rôle donc de prendre les réquisitions à l'audience, mais avant d'arriver à l'audience, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il faut y revenir, il va mettre en œuvre le principe de l'opportunité des poursuites en choisissant donc le mode de réponse. Et là aussi, ce mode de réponse, donc il a sa boîte à outils en réalité, il a tous ses tiroirs avec tous ces dispositifs, le rappel à la loi, la médiation, la composition pénale, la réparation, la CRPC, la comparution donc sur reconnaissance préalable de culpabilité, et puis ensuite les convocations, la fameuse donc COPJ, le déferment, on défère la personne, donc on le fait venir. Vous voyez, on a vraiment l'échelle de gravité des réponses qui peuvent être données par le procureur. Et puis le mode de réponse effectivement le plus sérieux, qui va entraîner le plus de sévérité, c'est le déferment avec la comparution immédiate. Et à chaque fois, donc, eh bien, le magistrat du parquet, il doit donc, quand on lui fait, sur la base toujours de ce compte-rendu oral, il doit savoir dans quel sens il va orienter, là aussi, la procédure pour mettre en œuvre ce principe d'opportunité des poursuites. Et là aussi, alors qu'il n'a pas lu, ou presque, il va se faire transmettre quelques procès-verbaux de procédure, mais tout ce qu'il sait de la procédure, on lui en a fait le compte-rendu oral, et il va devoir prendre cette décision. Et cette décision, elle va être lourde de conséquences parce que selon le mode de poursuite qu'on choisit, bien évidemment, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir un mandat de dépôt à l'audience si vous orientez la procédure vers une comparution immédiate que si vous convoquez la personne dans 9 mois. 9 mois après, évidemment, le mandat de dépôt, ça sera compliqué de le requérir. Donc, il y a aussi tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc, le parquetier doit être en capacité tout le temps de réfléchir vite et de se positionner pour proposer effectivement la réponse la plus adaptée. Et les magistrats du parquet, ils traitent aussi les procédures sur courrier, sur papier, qui leur sont transmises. Donc, on a quand même des montagnes de procédures sur lesquelles il va falloir continuer à investiguer, transmettre donc à d'autres services d'enquête pour poursuivre les investigations et pour apporter des réponses. Et il travaille également sur les dossiers d'information judiciaire confiés donc à des juges d'instruction. Et il va faire ce travail très important de règlement du dossier, donc c'est-à-dire d'analyse et de synthèse du dossier pour ensuite orienter les dossiers, rendre donc l'ordonnance de renvoi de non-lieu ou l'ordonnance de mise en accusation donc devant la cour d'assises. Donc vous voyez les actes de procédure qui sont fondamentaux, qui sont au cœur évidemment des poursuites. Et là, on est effectivement sur la réalisation d'un travail écrit d'analyse et de synthèse et là aussi de motivation, d'argumentation du dossier. Voilà donc sur la présentation rapide. Qu'est-ce que c'est être magistrat du parquet? Alors, qu'est-ce que c'est être magistrat du siège? Il faut distinguer donc les magistrats du siège qui exercent des fonctions spécialisées. Alors, les fonctions spécialisées, je vous les ai rappelées tout à l'heure. Donc, sur la chaîne pénale, on va dire, on a le juge d'instruction, donc avant effectivement la condamnation, et puis le juge d'application des peines après la condamnation. Vous avez également le juge des enfants. Vous avez également, mais c'est dans une moindre mesure, le juge des contentieux et de la protection. Oui, il gère un cabinet parce qu'il gère, on va dire, les mesures de protection aux majeurs. Hein, c'est l'aspect juge des tutelles. Et voilà, donc dans toutes ces fonctions-là, le juge, il gère son cabinet. C'est-à-dire il a un certain nombre de dossiers qui lui sont affectés, qu'il doit connaître, travailler, et sur lesquels il dispose quand même d'une certaine liberté d'organisation de son travail, donc en collaboration avec son service de greffe. Donc, c'est une autre manière de travailler où on maîtrise mieux sa charge de travail, on va dire. On a une certaine liberté d'organisation dont ne dispose pas du tout le magistrat du parquet, ça c'est clair. Et puis, en fonction des fonctions que l'on exerce, évidemment, les contraintes vont être différentes. Alors, le juge d'instruction, lui, bien évidemment, son rôle, en moyenne, il a une centaine de dossiers à gérer dans son cabinet, avec à peu près une quarantaine de dossiers, on va dire, dans lesquels il y a des personnes détenues, ce qui implique donc un travail particulier de suivi du contentieux de la détention provisoire. Et son rôle s'apparente un petit peu au rôle du magistrat du parquet en ce qu'il supervise lui aussi ces actes d'investigation, bien évidemment.
lorsque une information judiciaire est ouverte, hein, il exerce à ce moment-là le rôle dont est chargé le parquetier quand il n'y a pas d'ouverture d'informations judiciaires. Donc, c'est bien aussi d'avoir fait du parquet avant de faire de l'instruction, parce qu'on a pu se rôder, on va dire, à la procédure pénale et à la gestion justement de la stratégie procédurale pour ne pas commettre d'erreurs, parce qu'il y a les questions de nullité de procédure qui sont quand même extrêmement importantes. Et puis sinon, le juge d'instruction, le cœur du métier, là, c'est l'interrogatoire. L'interrogatoire, les auditions, donc le fait de poser des questions et de poser des questions pour obtenir une plus-value, pour avancer, pour progresser. Et tout ceci, donc, finalement, dans son cabinet, simplement avec l'assistance donc de son greffe et la présence donc de l'avocat, bien évidemment, des personnes. Donc là, on n'est pas effectivement dans la gestion de l'audience publique, on est en cabinet et on est sur la réalisation d'actes qui sont très lourds, qui vont durer, on va dire, d'une trentaine de minutes à 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bon, après, c'est variable en fonction effectivement de la teneur du dossier. Mais pendant ce temps-là, donc, il faut apprendre à développer la technique de l'interrogatoire, du questionnement et puis surtout de la retranscription, parce que le juge d'instruction donc, doit reproduire fidèlement l'intégralité des propos qui sont tenus donc, dans son cabinet et qui vont être retranscrits sur le procès verbal. Le juge d'application des peines, lui, finalement, c'est assez proche également parce que, mais c'est très varié et c'est vraiment un métier qui offre des possibilités très très intéressantes parce que vous êtes en lien avec les établissements pénitentiaires. Et là, j'ai envie de dire, vous travaillez avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation et tous les projets sont permis, c'est-à-dire avec de l'imagination, de la créativité. Vous allez monter des projets on va dire, socio-éducatifs, des projets de réinsertion pour développer, par exemple, une activité de travail d'intérêt général, pour développer des sorties culturelles quand vous travaillez dans un établissement pour peine de type maison centrale. Ça a été mon cas lorsque je travaillais comme juge d'application des peines à Tarascon, avec une maison centrale à Arles, maison centrale sécuritaire. Donc, avec beaucoup de condamnés à des peines très, très lourdes, perpétuité, ou des peines temporaires, mais très, très lourdes, hein, de 20 ans. Voilà. Et donc, il faut se poser la question, effectivement, de la réinsertion au terme de l'exécution de très, très longues de peines, avec des premières permissions de sortir à organiser, à encadrer, pourquoi pas des projets donc, culturels, comme ça a été le cas. Donc, voilà, ça offre plein de possibilités, là aussi, comme je le disais, sur l'humain. Mais le juge d'application des peines, c'est aussi un juriste très fin parce que les règles sont très complexes et très pointues et il faut jongler entre les détenus que l'on doit libérer et ceux, on va dire, que l'on doit incarcérer le cas échéant. C'est la gestion donc, du milieu ouvert et du milieu fermé. Donc, le juge d'application des peines, il s'occupe à la fois de cet aspect-là, les personnes qui ont été condamnées donc, à de la peine de prison pour envisager un jour de les faire sortir, et ceux qui ont été condamnés à de la peine de prison pour envisager l'aménagement de peine, pour éviter qu'ils n'aillent en prison le cas échéant, si on peut trouver une autre solution adaptée à leur situation. Donc, le juge d'application des peines, il se déplace dans les établissements pénitentiaires, il tient ses audiences en établissement pénitentiaire et il tient également ses audiences au sein du tribunal pour les personnes donc, qui ne sont pas incarcérées. Et donc, il doit gérer tout ça et avoir une connaissance très fine de l'intégralité de ces dossiers. Ce sont des fonctions très, très intéressantes. Le juge des enfants, également des fonctions de cabinet, on va dire, un peu similaires, avec cette particularité, il s'occupe à la fois, c'est le volet civil, donc des mineurs en assistance éducative, là, mineurs et familles de mineurs pour prendre les mesures de suivi éducatif, et puis également, c'est aussi un juge pénaliste, puisqu'il a la compétence pour juger les mineurs qui dépendent de son cabinet, et qu'il peut juger donc en audience de cabinet, mais aussi bien évidemment dans le cadre du tribunal pour enfants et également sous sa forme criminelle, le cas échéant. Donc vous voyez des fonctions très variées, mais qui se ressemblent dans leur mode d'exercice quand on exerce des fonctions en cabinet. Être juge du siège, ça peut être aussi être un juge de fonction non spécialisée, et en tout cas être un juge civiliste, c'est-à-dire un juge rédacteur qui va avoir comme tâche finalement de rédiger donc des jugements ou arrêts. C'est ce que je fais donc concrètement en ce moment, mais ce dans des domaines donc divers et variés, avec donc des audiences hebdomadaires
et puis beaucoup de dossiers et donc il faut rendre les jugements. Donc là, on est vraiment sur l'exercice de fonctions quasiment exclusivement rédactionnelles, écrites. Donc, vous voyez, des fonctions qui diffèrent là aussi très largement de celles exercées par le parquetier ou par celles exercées par un magistrat dans un cabinet. C'est vrai qu'on se rapproche plus des fonctions de l'avocat ou d'un juriste en tant que tel, puisqu'on travaille sur dossier et que finalement on a un petit peu oui, on gratte du papier toute la journée quand même, il faut bien s'en rendre compte. On est dans la réflexion intellectuelle pure et dans la construction de raisonnements juridiques dans des matières complexes, techniques, dans lesquelles les avocats travaillent beaucoup, vous proposent donc là aussi des écritures denses et il faut réussir à trouver la juste solution, la correcte solution juridique par rapport donc au problème de droit qui vous est posé dans chaque dossier. Donc voilà, encore, vous voyez, un exercice professionnel très différent suivant les cas. Et tout ceci, finalement, eh bien, ça correspond au métier de magistrat. Et en réalité, je vais en terminer par là, eh bien, ça s'inscrit dans un socle commun. Finalement, que fait le magistrat? Quelles sont les qualités requises? Quel est son rôle? Quelles que soient les fonctions et les postes dans lesquels il peut être successivement affecté tout au long de sa carrière. J'ai réfléchi et il me semble que, quelles que soient les fonctions qu'on exerce, ce que l'on doit faire, le propre, le cœur du travail, le cœur du métier, il se retrouve dans un triptyque très simple en réalité, que je présenterai de cette façon-là, c'est comprendre, écouter, décider. Et quelles que soient finalement les fonctions qui lui sont confiées, tant au parquet qu'au siège, dans les fonctions spécialisées, on retrouve toujours ce socle qui m'apparaît fondamental, comprendre, écouter, décider. Comprendre, écouter, décider, à quoi ça correspond? Comprendre, c'est préparer, c'est préparer le dossier. C'est quoi? C'est analyser, synthétiser, qualifier. C'est appréhender à la fois la situation donc, de fait et la traduire en problème juridique. C'est pas seulement ça, c'est également cerner, identifier les règles applicables à la situation, législation, jurisprudence, mais se poser également la question des enjeux sociaux et humains dans chaque dossier par rapport à la décision à prendre. Si on prend telle décision qui semble justifiée sur tel fondement, on va aboutir à telle conséquence. Est-ce que ça semble cohérent d'aboutir à telle conséquence? Est-ce qu'on va assumer telle conséquence ou pas? Vous voyez, on va toujours plus loin en réalité dans le raisonnement. C'est donc mettre les intérêts en balance, c'est ça, c'est ce travail préparatoire, analytique, et que l'on retrouve dans toutes les fonctions, tant civiles que pénales, tant au siège qu'au parquet. Comprendre, mais encore écouter. Écouter, c'est vraiment le cœur du métier. On écoute le justiciable, on écoute l'avocat, bien évidemment, on écoute de manière toujours neutre et bienveillante. On est patient, on n'interrompt pas, on laisse la parole. Dans le principe donc du contradictoire, justement, on laisse et des droits et libertés fondamentales. C'est extrêmement important ce travail d'écoute. Mais ce travail d'écoute, il doit conduire également à guider finalement. Et c'est la question de la conduite de l'audience. On n'écoute pas passivement, on guide finalement et on va faire émerger aussi les explications des gens, que ce soit en audience de cabinet, en interrogatoire de juge d'instruction ou en audience publique. Il faut guider, il faut poser les questions pour faire en sorte que les gens s'expliquent, présentent le problème, mais s'expliquent et apportent justement cette plus-value, et tout ça en respectant le cadre de la décision et en respectant le cadre juridique, ne pas tomber, on va dire, ne pas verser dans un cadre moralisateur, par exemple, qui ne serait pas adapté. Il faut rester dans la juste mesure, la juste distance, et en fonction justement du poste que vous exercez, eh bien le cadrage pourra être différent. Donc, en tout cas, il faut toujours essayer de recueillir tout ceci, les explications du mis en cause. Pourquoi faire? Pour ensuite pouvoir décider et prendre la décision. On est vraiment dans le cœur du métier. C'est quoi? C'est se positionner, c'est opter pour une voie entre évidemment les intérêts qui ont été mis en balance et présentés par les avocats. Et c'est trancher. Et puis surtout, c'est argumenter, motiver, expliquer et rendre une décision claire, compréhensible au terme d'un raisonnement juridique rigoureux.
Et finalement, même si on est au parquet et qu'au parquet, on n'a pas la fonction de juger, ben, pour autant, on doit aussi trancher parce que quand on propose une peine, on tranche. C'est-à-dire, on va être le premier à s'exprimer à proposer un échelon finalement de gravité. Le parquetier qui a l'audience, il tranche, même s'il ne juge pas. C'est le premier qui s'exprime et tout le monde attend les réquisitions du procureur. Vous le voyez, et on en parle toujours dans la presse. C'est vraiment l'échelon de référence. C'est extrêmement important. C'est lui qui prend la parole. Et vous voyez, donc, le parquetier, de la même façon qu'un juge du siège, eh bien, il doit lui aussi comprendre, écouter et décider à sa manière, même si la décision en tant que telle, elle sera prise la décision juridictionnelle par le magistrat du siège, mais on retrouve vraiment ce triptyque-là dans toutes les fonctions. Et ce triptyque, comment est-ce qu'il doit s'organiser? Eh bien, pour y parvenir, le juge, le magistrat doit faire preuve de neutralité, d'impartialité, d'objectivité, d'indépendance. Ce sont les valeurs qui font référence bien évidemment à l'éthique et à la déontologie du magistrat. Et ces valeurs, elles s'incarnent véritablement dans la pratique quotidienne du magistrat à travers son positionnement à la fois oral et écrit. À chaque fois que le magistrat prend la parole, il doit veiller effectivement à s'exprimer de cette manière-là. Et à l'écrit, c'est la même chose. Et je dirais, c'est parfois peut-être encore plus difficile. En tout cas, c'est un apprentissage de réussir à s'exprimer de manière neutre et objective, sans faire transparaître, on va dire, son affect, une appréciation subjective sur un dossier, sur un comportement. Et c'est toute cette difficulté-là, mais qui correspond vraiment au cœur du métier, c'est l'indépendance et l'impartialité. Pour ce faire, eh bien, de quoi le magistrat a-t-il besoin? De capacités d'analyse, de synthèse, de rigueur, de méthode, d'organisation, de capacité d'adaptation, de gestion du stress, des affects, de capacité d'expression écrite, orale, de qualité rédactionnelle, d'efficacité, de réflexion, de mettre à jour ses connaissances de manière constante, d'échanger avec les autres, de douter, de se questionner, de s'interroger, de faire preuve d'humilité. Et finalement, ces qualités-là, eh bien, elles ressemblent très fortement aux qualités de l'étudiant que vous êtes aujourd'hui et du magistrat que vous pourriez devenir demain. J'en ai terminé. Bah, merci beaucoup pour votre présentation, c'était super. On va passer aux questions maintenant. Voilà. Donc, ceux qui sont là, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et sinon, nous, comme on disait, je ne sais pas si tous les étudiants étaient là depuis le début, mais il y a un formulaire qui a été rempli par certains étudiants avec des questions. Donc, on va les poser. Et si vous en avez d'autres, du coup, comme je disais, vous pouvez les mettre dans le chat et on les posera. Donc, vous avez répondu à pas mal de questions qui ont été posées, si ça vous rassure. Pas de problème, pas de problème. Donc, je suis à votre disposition. Vous pourrez répondre à tous, parce qu'il y en a plusieurs qui sont sur le concours, notamment. D'accord, alors on verra. Donc, une des questions, par exemple, ça a été, selon vous, quelles possibilités s'offrent à un étudiant s'il rate le concours? Ah, s'il rate le concours, bien évidemment. Alors, des possibilités, il y en a plein, pas de panique. Il y a beaucoup de magistrats qui n'ont pas réussi leur concours à la première fois. Donc, déjà, s'ils le ratent, ils le préparent mieux là, pour l'année suivante. Et normalement, c'est vrai que sur 2 ans, voilà, un concours bien préparé, ça peut aboutir sans difficulté. Donc, il ne faut surtout pas en rester au premier échec. En tout cas, ça, c'est sûr. D'accord, merci. On peut le passer 3 fois. On peut le passer 3 fois. Alors après, comme je vous le disais, comme il y a d'autres voies pour intégrer la magistrature que ce fameux premier concours très difficile, moi je pense que peut-être il ne faut pas se focaliser, on va dire, sur le concours. On peut se focaliser pendant 2 ans parce que ça peut correspondre effectivement à un choix et à une motivation très importante, donc il ne faut pas hésiter. Après, au-delà, il ne faut pas s'acharner et je pense qu'il faut au contraire élargir son éventail et se dire qu'il y aura d'autres possibilités. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas exclure d'autres concours. Il y a d'autres concours aussi d'autres fonctions qui sont très intéressantes. Et puis sinon, la voie de l'avocat, le barreau, ça peut être aussi une possibilité intermédiaire pour exercer ensuite utilement les fonctions de magistrat. Donc surtout, savoir rebondir. Et ne pas rester sur un échec, savoir rebondir. Voilà. Après, le concours, il se prépare également. Donc, il y a les préparations, il y a les IEJ, bien évidemment. Il y a aussi les préparations privées qui ont quand même des résultats vraiment positifs. Par rapport à ça, justement, il y a une deuxième question sur le concours.
après c'est fini. Heu, il y en a une qui a été: «Est-ce que vous conseillez de suivre une classe préparatoire, à l'ENM?» Ah, alors les fameuses classes préparatoires à l'ENM, oui, si c'est possible, bien évidemment. Oui, oui, tout à fait. Il y a un processus de sélection qui est assez serré également. C'est une voie, oui, si vous êtes sélectionné, il faut le faire, bien évidemment. Ça reste aussi une troisième possibilité. Pour préparer les concours, et en tout cas, comme je vous le disais, quand même 70 étudiants donc reçus au concours sur la dernière promotion ont exercé les fonctions d'assistant de justice. Ça peut être une très bonne manière de préparer le concours. Assistant de justice. Alors dans le chat, il y a une autre question qui est: «Est-il possible de se reconvertir dans le privé, banque et sociétés d'investissement notamment, après avoir fait une carrière en tant que magistrat?» Alors c'est assez rare, oui, c'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, comme on est dans un corps de la fonction publique d'État et qu'on bénéficie d'une formation qui est quand même une formation très importante, comme je vous l'indiquais, et qu'en plus, au cours de la formation, ça je ne vous l'ai pas dit, mais on est rémunéré hein, dès qu'on rentre dans l'École nationale de la magistrature, alors qu'on n'a pas encore la certitude effectivement d'être nommé à la fin donc, de notre scolarité, on perçoit une rémunération. Donc ensuite, vous devez 10 ans à l'État. Hein, c'est le principe, 10 ans de service. Et au bout de 10 ans, effectivement, vous pouvez tout simplement quitter le corps de la magistrature. Alors ça, c'est fait. Hein, il y a eu des magistrats connus d'ailleurs qui l'ont fait, qui ont changé. C'est quand même assez rare dans ce que l'on voit. Moi, je vois beaucoup plus de gens qui viennent du privé, qui essayent d'intégrer la magistrature que l'inverse. Vraiment, c'est un corps qui nous offre tellement de possibilités d'épanouissement finalement personnel et professionnel qu'il faut quand même bien réfléchir avant de le quitter et de partir vers d'autres cieux. Mais ça reste une possibilité, au bout de 10 ans en tout cas. D'accord. Alors pour continuer sur les questions qu'on nous a envoyées, bah, c'est un peu par rapport à ce que vous avez dit, mais vous avez un peu parlé, mais qu'est-ce qui vous plaît le plus, dans ce métier? Enfin, dans votre métier. La possibilité de changer, cette possibilité de changer, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Voilà, c'est-à-dire que comme je vous l'indiquais, j'ai 16 ans d'expérience, c'est encore pas beaucoup. Il m'en reste au moins autant. Je suis même pas à la moitié finalement de mon parcours professionnel et j'ai déjà exercé dans 7 fonctions différentes. D'une certaine manière, j'ai déjà eu l'occasion d'exercer plusieurs métiers, alors que je reste dans le même métier. Et qu'en plus, à mon sens, à chaque fois qu'on passe d'une fonction à l'autre, on enrichit son parcours, chaque fonction enrichit l'autre. C'est-à-dire à chaque fois, on a une connaissance de plus en plus fine du fonctionnement et de tous les rouages. Et donc, je pense qu'on devient on en devient que meilleur. Ça nous permet de nous améliorer. D'accord. Alors, pour contrebalancer ça, quels sont les inconvénients du métier? Alors, les inconvénients du métier, oui, les inconvénients du métier, c'est vrai que je ne les ai pas abordés. J'ai un petit peu abordé les contraintes, notamment du parquet, avec donc on va dire les services de nuit, les services de jours fériés, etc. Les contraintes, la première contrainte, c'est quand même la lourde charge. Déjà, c'est une lourde responsabilité, donc avec un poids des responsabilités à assumer parfois au point de vue psychique, hein, en réalité, psychologique, il faut quand même être solide hein, pour faire face aux différentes exigences du métier. Après, les contraintes, c'est la charge de travail. Ça, évidemment, ça ressort, on en parle beaucoup, hein, la question de la charge de travail des magistrats. Mais je crois que la charge de travail des avocats, elle est tout autant importante ou en tout cas, à mon avis, équivalente. Et dans une entreprise privée, c'est la même chose en réalité. Après, voilà, on a tendance à se plaindre. Je crois qu'il faut toujours rester très critique par rapport justement aux conditions d'exercice qui sont les nôtres. Donc, oui, selon les fonctions, c'est plus ou moins stressant, c'est plus ou moins prenant. Ça peut être, mais de là à parler d'inconvénients, non, je crois pas. Il faut le relativiser quand même. Il faut savoir qu'évidemment, on doit travailler beaucoup. Il faut, mais ce sera le cas dans d'autres métiers également. L'intérêt après, c'est quand même l'intérêt du statut également. J'en ai pas parlé, mais enfin, on est quand même fonction publique d'État. C'est quand même la garantie aussi de l'emploi. C'est quand même un certain confort également parce que on bénéficie aussi quand même de congés. On a la possibilité de construire une vie de famille, je veux dire tout ceci avec des avantages qu'on ne retrouve pas dans d'autres professions telles que les professions libérales. Hein. Une profession libérale qui prend un congé maternité, vous voyez, on n'a pas les mêmes
garantie que quand on prend un congé maternité dans la magistrature. Ça fait aussi partie quand même des éléments donc, à prendre en considération. Donc, même si on a des contreparties avec des lourdeurs de service, les avantages, ils sont quand même très, très importants aussi. On a tout simplement aussi une évolution de carrière qui est intéressante, voilà, qui est intéressante à mon sens. Merci pour votre réponse. On a deux questions dans le chat. La première, c'était à l'issue de la formation dispensaire à l'École nationale de la magistrature, comment se passent les nominations aux fonctions? Oui, alors très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est formé à l'École nationale pour l'intégralité des fonctions. Donc, ce qui explique le parcours qui est très long, hein, de 2 ans et demi, parce que le but, ça va être de passer dans toutes les fonctions. Et donc, il y a d'abord une première formation théorique, hein, les premiers mois de la scolarité. Donc, ça se passe, c'est un apprentissage théorique de l'exercice de chacune des fonctions. Avec des enseignements qui sont dispensés de façon spécialisée dans le cadre finalement de sortes de travaux dirigés dans les différentes fonctions que vous pourrez exercer, et puis avec des enseignements plus généraux, notamment sur après culture générale, éthique, déontologie, vraiment c'est très très large, psychologie, psychiatrie, enfin vraiment c'est vraiment extraordinaire, hein. La formation à l'ENM, c'est de très très grande qualité. Et donc on est formé sur l'ensemble, pareil ensuite à l'issue de la scolarité, donc on a un stage juridictionnel pendant 1 année où en gros vous allez passer dans toutes les fonctions, à peu près toutes les 6 semaines, vous changez de fonction. Donc, pendant 6 semaines, vous êtes au parquet, 6 semaines, vous êtes à l'instruction, 6 semaines à l'application des peines, 6 semaines juge des enfants. Donc, c'est pour ça que c'est très, très dur là aussi, parce que finalement, on demande à l'élève, donc au magistrat, auditeur de justice, de savoir, d'être en capacité d'exercer toutes les fonctions simultanément, alors que le magistrat, dans sa carrière, lui, il les exerce successivement, pas simultanément quand même. Et à chaque fois, en plus, nous bénéficions d'une reconversion professionnelle. Chaque fois qu'on change de fonction, on nous refait une mise à jour dans l'apprentissage et dans l'exercice des nouvelles fonctions. Donc, l'étudiant, lui, il est formé sur toutes les fonctions. Et à l'issue, il y a donc un examen de classement. Ça s'appelle alors c'est pas le concours de sortie, c'est l'examen de classement, donc avec des épreuves et un classement. Et à la suite, il y a une liste de postes qui est diffusée donc par la direction des services judiciaires. Et il faut se répartir donc les postes. Et ça se fait traditionnellement selon le rang de classement. Et là également, ce qu'il faut savoir, donc finalement, le premier poste qu'on ne choisit pas, c'est son premier poste. Enfin voilà, le seul poste dans sa carrière qu'on ne choisit pas, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit qu'on choisissait tout, c'est justement le premier poste. Le premier poste, on le choisit, le choix est limité, on va dire, puisqu'il est dans la liste que l'on vous propose. Cette liste étant très variable d'une année sur l'autre, et cette liste, elle concerne à la fois donc la métropole et l'outre-mer. Et de plus en plus d'ailleurs, l'outre-mer figure donc sur les listes de sortie d'école. Mais ce n'est pas du tout un mauvais choix, finalement, de partir outre-mer, parce que ça peut être une expérience, à mon avis, très, très intéressante, justement, de découvrir une nouvelle expérience humaine. Et puis souvent, il y a beaucoup de postes qui sont proposés dans des lieux similaires, donc ça permet aux auditeurs de justice de partir en groupe dans des juridictions qui sont parfois éloignées, qui ne correspondaient pas à leurs souhaits géographiques. Mais voilà, ça se passe bien. Et puis un premier poste, ça dure 3 ans, un premier poste. Merci beaucoup pour votre réponse. Une autre question, est-ce qu'au bout d'un certain nombre d'années de pratique, il n'y a pas une certaine fatigue, un lassement ou une perte de passion à être magistrate? Alors, la fatigue, oui, bien sûr, mais bon, ce qui permet d'éviter ça, à mon avis, justement, c'est la possibilité de changer. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Vous voyez, je n'ai jamais fait finalement plus de 3 ans et demi dans les mêmes fonctions. Donc, je n'ai jamais eu ni la fatigue, ni la lassitude. C'est pas possible. 3 ans et demi, on n'a quand même pas fait le tour. On a commencé à bien faire le tour de la question, mais on n'est pas encore allé au bout quand même des possibilités. Donc, personnellement, je n'ai jamais fait cette expérience de rester 10 ans dans une même fonction et je ne pense pas que je le ferai, jamais. Le changement, c'est vraiment, à mon sens, la bouffée d'oxygène qui vous permet justement de vous aérer, de changer effectivement de profil de justiciable, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans la chaîne pénale, hein, j'ai fait du parquet, de l'instruction, de l'application des peines. C'est vrai que le pénal, ça use quand même, hein, ça use parce que ça demande beaucoup
d'énergie, on va dire, et puis ça vous confronte aux situations les plus difficiles quand même en termes d'affect. On est vraiment là sur le terrain, on est confronté aux situations les plus pathologiques en termes de fonctionnement de la société, les plus sordides, il faut bien le voir. Donc ça vous déforme quand même un petit peu la vision du fonctionnement de la société. Donc je pense qu'il est bon de changer, d'alterner et d'aller prendre une bouffée d'oxygène ailleurs. C'est ce que j'ai fait dans mon parcours. Donc, vous voyez, là, je respire. Je suis dans des fonctions civiles actuellement. Je prends ma bouffée d'oxygène. Je vois très peu de justiciables. Je travaille sur dossier. C'est autre chose. Les contraintes sont différentes. Après, les contraintes, on est dans un raisonnement intellectuel permanent, à sans cesse renouvelé. En même temps, il faut produire, il faut écrire beaucoup. Je pense que je pourrais retourner au pénal pour reprendre une bouffée d'oxygène, vous voyez, quand j'en aurai assez de rédiger en solo, beaucoup à domicile. On travaille beaucoup quand on travaille dans des fonctions comme ça civilistes. On a aussi cette possibilité. Vous voyez, le télétravail, on l'a inventé il y a longtemps en fait dans la magistrature. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question du chat. Ensuite, on reviendra aux questions du Google Form pour revenir encore aux questions du chat parce qu'il y en a beaucoup. Peut-on repousser notre entrée à l'école et faire par exemple du fractionné sur les 10 ans qu'on doit, s'arrêter pour faire un tour du monde pendant 1 an par exemple? Ouh là là, alors attendez, alors la question est très, oui, ça doit être possible dans le cadre d'un, qu'est-ce que c'est? On est sur un congé sabbatique, quoi, quasiment. On est sur un congé sans. Oui, c'est possible. Oui, ça y est. Le temps que je réfléchisse, tout à fait. C'est possible. Ça s'appelle comment ça s'appelle? Une disponibilité. Absolument, c'est tout à fait possible et pour diverses raisons. Il y a des magistrats qui le font, notamment pour raisons familiales, pour suivre un conjoint qui part à l'étranger. On part en disponibilité. Tout à fait, c'est possible. Alors, la question suivante qui a été postée sur le chat et sur le forum, parce que je pense que c'est la question que se posent tous les étudiants, c'est est-ce que vous avez des conseils pour trouver un stage en juridiction? Alors, les conseils que je pourrais vous donner, déjà, c'est de ne pas tous candidater au même endroit. Donc, il faut, parce que j'imagine que vous venez un peu des 4 coins de France, il ne faut pas hésiter pour trouver un stage à retourner dans vos régions d'origine pour aller justement vers des juridictions moins, on va dire, voilà, peut-être moins attractives et dans lesquelles il y aura peut-être une possibilité pour vous de faire un stage. Alors, pour faire un stage, vous devez adresser vos demandes, donc lettres de motivation et CV, à la première présidence de la cour d'appel. Voilà. Normalement, c'est là que sont réceptionnées toutes les candidatures et qui sont ensuite dispatchées. D'accord, merci beaucoup. Et pour continuer sur les conseils, on vous demandait si vous aviez des conseils à donner pour réussir dans la magistrature. Alors, pour réussir quoi? Le concours ou pour réussir J'ai pas beaucoup plus d'informations. Bon, écoutez, je crois que je vous l'ai donné, j'ai terminé un petit peu à la fin en vous donnant quelles étaient les qualités requises, quelles sont les qualités attendues. Donc, les conseils pour réussir, oui, il faut travailler, il faut être organisé, il faut être rigoureux. C'est ce que je vous ai indiqué. Et je pense que ce sont les qualités qu'on attend aussi d'un bon étudiant, en fait. D'accord, maintenant je posais une dernière question. Est-ce que vous observez de nouveaux enjeux contemporains auxquels vous devez faire face dans le cadre de votre fonction? Absolument. En permanence, comme je vous le disais, on est vraiment à un poste d'observatoire privilégié. Donc oui, les enjeux, on les voit toujours, on les voit, je dirais, à la fois quand on exerce des fonctions pénales et quand on exerce des fonctions civiles. Quand on exerce des fonctions pénales, les enjeux, on les voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit évoluer la délinquance, par exemple. Quand on exerce au parquet et qu'on est destinataire de toutes les gardes à vue, eh bien, on va découvrir quels sont les nouveaux modes opératoires, quelles sont les infractions qui se produisent et quelles sont donc les personnes qui sont impliquées. C'est de cette manière-là que l'on a assisté effectivement au phénomène de la délinquance juvénile de plus en plus jeune, de plus en plus violente. On voit dans les villes, dans les quartiers qui s'arment d'armes lourdes, les passages à l'acte violent, on voit évoluer les trafics de stupéfiants. Donc oui, bien évidemment, on est vraiment… et on voit apparaître, oui, les nouveaux modes opératoires, absolument. On en est les témoins directs. En ce qui concerne les enjeux civils, on le voit également puisqu'on a des contentieux, on va dire, sériels, même dans les matières civiles.
c'est-à-dire des contentieux qui reviennent très souvent. Et donc là aussi, on voit les enjeux, on voit les failles, les problématiques. Un exemple, par exemple, en matière de panneaux photovoltaïques, c'est donc ce type en fait d'investissements donc qui sont proposés depuis une dizaine d'années à différents consommateurs. On voit les techniques, les arnaques, les failles, et ça conduit à beaucoup de litiges devant les juridictions. Voilà, par exemple, ce type de choses. Oui, oui. Merci pour votre réponse. Il y en a plein d'autres encore dans le chat, enfin plusieurs. Auriez-vous des prépas à recommander? Non, alors ça, non. Alors d'abord, je dirais que de toute façon, je ne le ferai pas. Vraiment, une des qualités également, une des valeurs du magistrat, c'est le devoir de réserve, et donc je ne peux pas me prononcer de toute façon pour vous orienter. C'est impossible, non, voilà. Mais je vous dis, ça marche, renseignez-vous, ça, vous allez le trouver par vous-même. Merci. La culture générale est-elle aussi importante que cela pour le concours? Est-ce que c'est vraiment aussi important que ça, la culture générale? Oui, c'est important, la culture générale. Oui, la culture générale d'un magistrat, c'est très important. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà peut-être du fond, ce qui est important, c'est ce qu'on essaye de tester à travers ces épreuves-là. Alors là, je parle plutôt de l'oral, bien évidemment, que de l'écrit. C'est sûr qu'à l'écrit, qu'est-ce qu'on cherche? En fait, qu'est-ce qu'on cherche dans une copie? C'est comme ça qu'il faut se poser la question. C'est une façon d'essayer d'identifier une personnalité à travers un exercice. En fait, c'est un petit peu ça. C'est pas tellement est-ce que j'ai eu juste, est-ce que j'ai eu faux. C'est comment est-ce que j'ai présenté le raisonnement, puisque c'est ça qu'on recherche. Quelqu'un qui est en capacité de raisonner, de poser une question, d'y répondre, d'argumenter, de construire quelque chose. Donc même, et je dirais qu'à l'oral, sur une épreuve de culture générale, on vous pose une question, vous n'avez pas la réponse. Mais ce qui compte, c'est la façon dont vous allez vous positionner, de ne pas se laisser déstabiliser, et puis de construire, d'apporter un élément de réflexion, quoi qu'il en soit. Et en réalité, là, c'est peut-être plus la forme que le fond qui importe. Vous voyez, moi, je pense que dans toutes les épreuves, quelles qu'elles soient, et à l'université, c'est un petit peu la même chose. Le but, c'est pas d'appuyer sur un bouton et de dire ah, il a trouvé la juste réponse. C'est pas ça. On n'est pas du tout en épreuve de mathématiques, et d'ailleurs même en mathématiques, peut-être que c'est pas ça non plus, je n'en sais rien, et d'ailleurs nous quand on est magistrat, la juste réponse, la réponse absolue, on ne l'a pas. Moi je vais rédiger une décision, mon collègue va rédiger une autre décision, qu'est-ce qui fera la différence? La façon dont ce sera motivé, argumenté, mais on n'a pas la science infuse, ni les uns ni les autres, et le droit est tellement complexe qu'on peut de toute façon décider dans un sens et dans un autre, mais ce qui importe, c'est la façon dont on va construire sa décision au regard des éléments, et la façon dont on va l'expliquer. Et puis après, d'autres juges que nous, et moi je parle de la Cour de cassation bien évidemment, se prononceront là également et joueront leur rôle pour dire si ce qu'on a fait était correct ou pas correct. Vous voyez, mais en réalité, il ne faut pas. Et je crois que l'étudiant ne doit pas rechercher la quête, vous voyez, de l'absoluité de la réponse juste. Voilà, la bonne réponse, la bonne copie. La bonne copie, c'est la copie qui va être organisée, qui va permettre de détecter derrière l'étudiant et derrière l'épreuve celui qui raisonne correctement. Et c'est ça qu'on attend du magistrat. Vous voyez, c'est pas d'avoir la réponse à tout. Vous ne pourrez jamais avoir la réponse à tout. Alors après, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont piégeants, qui sont difficiles. Mais attendez, la plupart des sujets, nous aussi, on se renseigne sur les concours, on en discute dans les couloirs et on se dit, mais on serait incapable, nous, de rendre des copies parfois sur les sujets qui sont donnés. Vous voyez, on est vraiment. Donc, il faut quand même rester détaché par rapport à ça. Le but, c'est pas. Le bachotage, oui, alors c'est important de bachoter pour préparer son concours, mais il ne faut pas perdre de vue que ce qu'on attend, c'est plus une méthode de réflexion et de pensée qu'un contenu en réalité. Parce que le contenu, de toute façon, moi, tout ce que j'ai appris quand j'étais à votre place, non, je ne l'ai pas oublié, parce que bien sûr, mais qu'est-ce qui me reste en réalité? La façon de raisonner, parce que le contenu, tout a changé. Tout a changé. Et ça, c'est à nous de l'adapter, de le faire évoluer, de mettre à jour nos connaissances. Mais ce qu'on a appris et qui reste, tant appris sur les bancs de la faculté que sur les bancs de l'ENM, c'est la façon de penser, de réfléchir, de se positionner, d'argumenter. Voilà, ça, on est vraiment sur le... Et je pense que finalement, le contenant est plus important que le contenu.
Merci. Et du coup, il y avait une autre question, c'était toujours par rapport à la culture générale. Est-ce que c'est rédhibitoire pour passer le concours, mais du coup, pas forcément Non, pas forcément. Après, ce qui compte, voilà, il vous faut être en capacité de réagir quel que soit le sujet et de construire. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend effectivement. Oui, il faut apprendre à faire des copies types, mais comme on fait dans les classes préparatoires pour ceux qui ont fait qui ont passé des concours à la sortie aussi du baccalauréat. Voilà, on est vraiment sur ce schéma-là, vous voyez. Donc, on peut apprendre à construire finalement des raisonnements, quel que soit le sujet. Après, le magistrat, il doit, ça je vous l'ai indiqué, on est amené, nous, à se prononcer sur des situations, mais des domaines dont on ignore absolument tout et qu'on découvre sans cesse. Et il faut faire preuve de beaucoup de curiosité. Et c'est ce qui rend aussi les choses intéressantes. C'est toujours intéressant, quels que soient les dossiers qui nous sont présentés, c'est toujours très intéressant. Ah bah tiens, voilà une question à laquelle on n'avait pas pensé, c'est intéressant. Et c'est ça qui rend le métier aussi si prenant. Voilà. Quand on est curieux et quand on aime découvrir justement des nouvelles choses et s'interroger, se questionner, mettre les choses en perspective, c'est vraiment un métier qui ne peut pas vous lasser, c'est pas possible. Merci. On a une dernière question, c'est donc une personne qui est en L3 et qui voudrait savoir quel master en matière pénale vous pourriez conseiller. Il me semble que c'est ça. Alors, quel master? Alors moi, je n'ai pas forcément connaissance des masters, mais je pense qu'il faut choisir quelque chose de plus généraliste en réalité. Il faut être plus généraliste parce que le pénal en tant que tel ne suffira pas en tout cas. Faut Ou voir. si on fait un master 2 peut-être en pénal, bon, bah, il faut avoir fait en tout cas un master 1 plus généraliste. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment la pluridisciplinarité est au cœur du métier et est au cœur également du concours. Et un magistrat, il doit quand même de toute façon, il va être formé sur des fonctions pénales et sur des fonctions civiles. Alors après, c'est vrai que quand je vous ai indiqué, on pouvait passer d'un corps à l'autre, enfin d'une fonction à l'autre, du parquet au siège, du siège au parquet. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de parquetiers qui restent au parquet toute leur vie, qui n'exerceront jamais de fonction au siège. Mais il n'empêche, quand on passe par l'ENM, il va falloir apprendre à rédiger un jugement civil et à être formé dans les fonctions civiles. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Après, on peut avoir voilà, c'est à chacun. Après, tout ça, ça évolue. Moi, au départ, j'étais plus pénaliste que civiliste. Et puis, finalement, dans le parcours, les choses évoluent et se complètent. L'un ne va pas sans l'autre, au contraire. Il faut toujours penser à la pluridisciplinarité. Il faut la conserver autant que possible. Ce sera la clé de la réussite aussi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Si vous n'en avez pas, Zazie va conclure la vidéoconférence. Bon, je pense que je vais conclure, à part s'il y a d'autres questions qui arrivent. Normalement, vous avez répondu à tout à ma connaissance. Donc, merci beaucoup, Madame Léger, d'avoir accepté de participer. Vraiment, c'était super. Merci à tous les étudiants qui sont venus aussi. On espère que ça vous a aidé. Et sachez que toutes les conférences de la semaine seront revisionnables sur le site de la CIL. Donc, si vous n'avez pas pris des notes ou quelque chose, vous pourrez toujours revoir cette conférence et toutes les autres. Mais vraiment, merci à tous. Merci à vous et merci de votre écoute en cette fin de semaine et à cet horaire tardif. Et bon courage à vous tous pour la suite de votre cursus et à votre disposition pour vous éclairer à nouveau.